pas le temps de répondre à toutes les questions, on vous fera un retour par mail quelques jours après le webinaire, comme on fait à chaque fois, avec les réponses aux questions restées en suspens. Voilà. Alors, je vous propose de commencer d'abord en vous présentant les deux intervenants qui nous font le plaisir d'être là ce soir avec nous. Donc, Guillaume et Guénolé, si vous voulez bien vous présenter en quelques mots. Je ne sais pas qui veut commencer. Guénolé, peut-être? Je te vois t'approcher du micro. Je peux. Du coup, bonsoir à tous. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde sur cette belle thématique des poulailles mobiles. Donc moi, je m'appelle Guénolé Pénicaud. J'ai un profil ingénieur en agriculture. Et puis j'ai toujours été passionné par l'élevage de volailles. Et vu que, comme je pense tout le monde ici, j'aime bien voir des volailles gambader, je me suis assez rapidement intéressé à la thématique des poulaillers mobiles. Donc moi, j'ai travaillé pendant 1 an et demi sur un projet de poulailler mobile automatique, enfin déplacé automatiquement. Parce que je partais du constat que assez souvent, les poulaillers mobiles, ça se retrouvait pas si mobile que ça, ou ils étaient déplacés pas très souvent à mon goût. Donc j'ai fait ce projet-là et ça m'a permis assez rapidement de me rendre compte que en fait, les poulaillers mobiles, ils sont pas déplacés très souvent, non pas parce que, on n'a pas forcément assez de temps, ce qui était ce à quoi le poulailler mobile automatique, répondait. Mais c'est plutôt une question de c'est pas forcément aujourd'hui ce qui rapporte de l'argent. On n'a pas beaucoup de raisons pour lesquelles déplacer son poulailler mobile. Et donc maintenant, je m'intéresse, plutôt, au sujet de trouver des raisons pour lesquelles déplacer plus souvent son poulailler mobile, en particulier en regardant les apports, du pâturage. Donc on a monté notamment avec, Guillaume, l'autre intervenant, un collectif d'éleveurs, un GI2E en Normandie, qui travaille sur des thématiques liées au pâturage en poulailler mobile, à la fabrication d'aliments à la ferme, et puis aussi, et ça je pense que c'est un sujet qui intéresse certains, l'adaptation des poulaillers mobiles aux règles, notamment de biosécurité. Donc moi c'est Guillaume Alewin, je ne sais pas si vous avez récupéré ma caméra ou pas. On Moi ne je voit pas, m'entends. Guillaume, mais on t'entend, c'est l'essentiel. C'est un bon début. Donc je suis agriculteur depuis 7 ans maintenant en Normandie, à côté de Bayeux, à Com, sur une ferme où maintenant on est 4 à travailler, 2, bientôt 3 associés et un salarié, avec une activité principale de légumes en agroforesterie et poules pondeuses en agroforesterie également, où on a quasiment maintenant toute l'année 200 poules pondeuses en vente directe, en vente à la ferme. Et donc, depuis le début, moi, je me suis installé en poulailler mobile. J'en ai construit un de A à Z, dessiné, soudé et compagnie. Et puis, j'en ai aménagé un deuxième de manière beaucoup plus simple, plus efficace. Et aujourd'hui, comme l'introduisait Guénolé, aussi plus mobile. Donc j'ai deux modèles de poulailler mobile à la maison qui ont été autoconstruits et qui me permettent de produire les œufs que ma clientèle veut bien manger. Et je dis souvent que l'œuf au jardin de demain, c'est le légume le plus rentable, quoi. Parce que nous, on est quand même producteurs de base de légumes, mais l'œuf, c'est clairement les poules pondeuses, c'est ce qui nous demande le moins de temps et qui est honnêtement, le plus facile à gérer, quoi. Donc moi, je n'imaginais pas avoir une ferme sans animaux et les poules, c'était un peu le plus simple. Ça reste une contrainte de l'animal au quotidien, mais c'est une joie aussi de vivre avec des animaux et d'avoir du mouvement dans le jardin. Donc voilà, c'est une activité qui reste annexe, quoi. C'est 15, je pense autour de 15% du chiffre d'affaires, mais qui est complètement cohérente dans nos activités au quotidien. Voilà, moi je suis ingénieur agro aussi. Voilà, que dire, passionné d'agriculture en tout genre. Super, merci à vous deux. Peut-être pour commencer, comme première question, je voulais vous demander à tous les deux ce qui vous semble important dès le départ à mettre en place, pour mettre en place un poulailler mobile sur une ferme pour que cette activité elle soit viable et pérenne. Je ne sais pas qui veut commencer. Peut-être je pars de moi, mon expérience, et puis Guénolé, il a plus de diversité dans sa tête, j'imagine, et donc il va pouvoir rebondir quoi que je dise. Le plus important, c'est que
aujourd'hui, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que ce soit facile à gérer au quotidien. Ça veut dire peu de pénibilité physique, quoi. Porter le moins possible d'aliments, de trucs. Enfin, voilà, ça, c'est clairement la base, quoi. Au début, tu es tout fou et tu es motivé à bloc, et donc, du coup, c'est facile. Mais quand les années passent, il faut que ce soit très simple. Et puis, bah, j'ai envie de dire aussi que ça te prenne le moins de temps possible, quoi. Parce que si ça te prend pas beaucoup de temps, tout est agréable, ça dépend de la dose, quoi. Nous, on désherbe peut-être 5% de notre temps en saison, et ben, on adore désherber, quoi. Les collègues, dans l'ensemble, ceux qui sont pas en maraîchage sur sol vivant, ils passent la moitié de leur temps à désherber, et c'est leur calvaire, quoi. Donc, tout est agréable, ça dépend de la dose, quoi. Donc, quand on a un système qui est géré de manière fluide et sans y passer 1000 ans, on a beaucoup de plaisir à le faire fonctionner, quoi. Après, il y a plein de raisons, enfin, il y a plein d'éléments qui font que c'est efficace ou pas, quoi. Ouais, peut-être pour rebondir sur ça, au-delà du temps de travail, je pense que c'est aussi important de, dès le début, bien poser les charges qui vont être associées à cet atelier-là, et puis les produits aussi, c'est sûr. Mais de se faire un petit tableur pour savoir exactement ce que ça va coûter, et aussi bien comprendre les performances qu'il va falloir avoir derrière pour que ce soit un atelier rentable. Chez Guillaume, c'est un atelier qui marche super bien, qui est super rentable. Mais ce n'est pas forcément le cas chez tout le monde, mais tout le monde n'en a pas forcément conscience aussi. On ne se rend pas tout de suite compte que en fait, ça finit par manger beaucoup, beaucoup d'argent une poule. Donc il faut qu'elle ait une ponte suffisante derrière. Puis je pense aussi, pour bien se lancer, c'est une chose d'avoir quelques poules dans son jardin, et c'est super chouette, hein. Mais potentiellement, c'en est une autre d'avoir un atelier d'élevage professionnel. Donc je pense que se former, c'est assez important. Pas forcément en allant jusqu'à faire des formations longues, des choses comme ça, mais il y a énormément de ressources qui sont disponibles sur internet. Au-delà de toutes les vidéos que vous trouverez, il y a des jolies fiches de tout plein d'organismes différents. On pourra vous en proposer quelques-unes si vous voulez, mais aussi pour avoir en tête ces côtés techniques qui sont utiles même à petite échelle. Parce qu'en fin de compte, ouais, c'est un atelier qui peut être rentable, mais c'est pas forcément donné. Et donc, il faut avoir en tête des objectifs, et ouais, tout ce qui est coût et charge, quoi. Il faut avoir des poules en bonne santé, et le poulailler mobile, c'est quand même vachement facilitant pour avoir des poules en bonne santé, quoi. Parce qu'une poule en bonne santé, elle pond dans l'ensemble. Et Ouais. puis, c'est un plaisir de l'avoir au quotidien, quoi. Quand tes animaux ils vont pas bien, tu vas pas bien non plus, quoi. Merci à tous les deux. Et j'aurais voulu aborder dans un deuxième temps ce qui fait la différence peut-être au quotidien sur la ferme. Tu commençais à parler de temps de travail, Guillaume. Peut-être d'ailleurs tu peux élargir sur ce sujet-là. Qu'est-ce qui, toi, sur la ferme, au quotidien, fait la différence? Qu'est-ce que ça représente en termes de temps? Peut-être aussi nous parler un petit peu plus de, voilà, par rapport à tes différents ateliers, ce que ça représente pour toi, le poulailler mobile. Ouais, je mets une calculette à côté parce que j'ai jamais trop bien les chiffres en tête, mais en gros, nous, c'est un petit 20 000 € de chiffre d'affaires sur cette année, quelque chose comme 160 000 €. Du coup, je vais le faire pour vous, histoire que tout le monde ne prenne pas la calculette. Ça fait 12,5% du chiffre d'affaires, ce qui est clairement significatif quand on sait que les jours normaux, quand il n'y a pas de déplacement du poulailler, on a 2 poulaillers, donc je dirais 5 minutes par poulailler, disons 10 minutes. 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Ce matin, j'ai changé un des enclos. Donc, on a des enclos, c'est des filets mobiles. Et donc, ce matin, j'ai peut-être passé 20 minutes sur le poulailler des jeunes, là. Donc, lycée, peut-être sur l'année, disons 15 minutes enfin, une demi-heure par jour. Je pense que c'est à peu près une cote mal taillée et raisonnable. Donc, c'est un peu de temps, mais ça se fait vraiment bien. Une demi-heure à une personne. Donc ça se fait vraiment bien.
Nous, on a fait le choix d'ouvrir et de fermer le matin et le soir pour mieux gérer les renards. Maintenant, les renards sont clairement en passe de disparition chez nous, voire même, j'en ai pas vu depuis quelques années maintenant. Du coup, clairement, il n'y a même plus d'électricité dans nos filets à poules, quoi. C'est pas sérieux, mais c'est la réalité. Ce serait mieux qu'il y en ait, et ce serait mieux qu'on s'y colle, mais en ce moment, il n'y en a pas depuis un bout de temps et voilà, il n'y a pas de prédation. Maintenant, il y a plein d'autres manières probablement plus efficaces de gérer les poulaillers mobiles. Et Guénolé, lui, il a un peu plus d'expérience sur les trappes qui s'ouvrent et se ferment là, quand la nuit tombe. Nous, pour moi, c'est aussi important d'aller les voir 2 fois par jour, de suivre le troupeau, de regarder les fientes, de voir comment ça va, de leur donner à manger aussi 2 rations par jour pour qu'elles mangent la dose qu'on a décidé de leur donner. Maintenant, je crois que Guénolé, sur cette partie-là, il peut réagir et dire que j'ai cru comprendre que ça n'avait pas trop d'incidence parce que la poule, elle se régule relativement bien, même si tu la mets à volonté, Guénolé. C'est vrai ça? Ouais, elle se régule bien. Par contre, en termes de quantité d'aliments réellement consommés, par contre, ce que tu peux avoir plus quand tu es en alimentation à volonté, c'est plus de gâchis. Elle va faire vachement plus de tri. Et autant chez toi, il y a peut-être un petit peu de résidus qui restent dans les mangeoires une fois qu'elles ont fini de manger. Autant quand tu leur laisses à volonté, elles vont en foutre partout par terre. Et il y a il peut y avoir une surconsommation, mais plutôt liée au gâchis, ouais, plus qu'à la consommation réelle. Et puis tu le dis bien, tu as quand même la grosse facilité quand tu donnes de l'aliment manuellement, de pouvoir facilement rentrer tes poules le matin et le soir. Là où, même si tu as une trappe automatique, bah, potentiellement, il y en a une qui va avoir envie de rester à l'extérieur le soir, même si la trappe se ferme tard. Et donc, mangé par le renard, dans le cas où ça irait pas bien, quoi. Ouais. Ouais, nous, ce qui reste dans le fond, parce que on achète l'aliment à l'extérieur tout préfet, quoi, même si on a la capacité de produire des céréales un peu sur la ferme. Pour l'instant, on n'y est pas, mais c'est le projet du GI2E, Poulailler Mobile, là, d'essayer d'aller un peu plus loin sur cette thématique-là. Mais l'achat d'aliments, ouais, grosso modo, il reste vraiment pas grand-chose dans le fond des gamelles. Pour le coup, c'est vraiment très très propre, hormis un peu de cailloux, quoi, parce que je pense que c'est un peu surdosé en cailloux l'aliment. Les poules, elles ont besoin de cailloux pour digérer, là, pour casser les céréales, mais pour le coup, il y en a peut-être un peu trop dans l'aliment qui nous est vendu. Et puis, si on leur en met un peu trop, là, je sais pas, il y a eu une passe pendant les 2 semaines où il faisait froid, là, elles mangeaient un peu moins, même les jeunes. Et, étonnamment, il en restait un peu dans les gamelles. Donc là, on essaie de diminuer, histoire qu'il en reste pas, notamment pour pas nourrir les rats. Même si ça fait quelques mois qu'on a vraiment 0 souci de rongeurs, alors que cet été, on était embêtés, alors que normalement, l'été, il n'y a aucun souci. Voilà, j'aime pas trop quand il en reste dans le fond de la gamelle. Et effectivement, potentiellement, il reste les minéraux. Et c'est un peu con, quoi. C'est bien qu'elles aient l'intégralité de l'aliment qu'on leur donne, quoi. Et Guénolé, ouais, tu voulais rebondir, vas-y, je te laisse. Ouais, je peux te rajouter des éléments au quotidien sur la ferme. Encore une fois, pour éviter d'y passer trop de temps, c'est d'avoir des équipements adaptés. Je pense notamment aux filets. Des bons filets mobiles, c'est assez facile à déplacer. Alors que quand tu as des trucs qui se tordent de partout et que surtout si tu as une grosse pression, renard ou autre, et qu'il faut absolument qu'ils soient bien tendus, qu'ils soient bien au sol, ça vaut pas trop le coup de dépenser 40 € de moins sur les filets pour se retrouver finalement à devoir bidouiller pour avoir un truc bien tendu. Donc des équipements bien adaptés. Et puis aussi, en fin de compte, avoir peut-être que le poulailler, ce soit pas une tâche à part, mais que ça fasse partie de la routine. Ça prend toujours plus de temps d'aller à la ferme juste pour voir les poules, plutôt que si de toute façon tu es dans le coin parce que tu vas regarder des légumes, parce que tu vas voir, des arbres ou autre. Ça économise du temps, ouais, à la longue, quoi. Moi, j'ai fait l'erreur de gratter sur des filets une fois que j'en rachetais, là. Et en fait, les poulettes, quand elles étaient trop petites, elles passaient dans les mailles du bas. Donc j'ai des filets que je me sers pas parce que j'ai voulu gratter 20 balles.
et que j'ai pas voulu, et j'ai voulu faire le malin et acheter le filet qui était pas écrit volaille, mais je sais plus quoi, mais qui était moins cher, qui avait un peu moins de fil. Et au final, ce filet-là, il est rangé dans un coin, il sert à rien, quoi. Donc ça m'a coûté le double. Et je pense aussi un truc qui est bien, enfin, qui est vachement chouette chez toi, Guillaume, c'est le fait qu'il y a des espaces qui sont plus ou moins dédiés aux poules, et donc qui sont accessibles toute l'année et où tu peux les mettre, tout au long de l'année. Je pense au verger de pommier. C'est un espace où ça gadouille pas trop. Les poules, elles peuvent y être toute l'année, ça t'embête pas pour les légumes ou autres. Et je pense que c'est important aussi, même si on a un poulailler mobile, on peut être tenté de se dire: «Ah bah, je vais le mettre, sur mes planches de culture, je vais le mettre entre 2 dans les serres et autres». Et bah, c'est quand même chouette de prévoir des surfaces dédiées pour pas se retrouver bloqué et pour pas avoir des poules qui ont les pieds dans la gadoue et qu'elles aient toujours quelque chose à se mettre sous le bec, quoi. Ouais. Guillaume, tu voulais réagir à ça ou? Non, bah après, en vrai, si tu nous laisses parler, nous, on va faire le dialogue pendant 1 heure sans problème, hein. Il y a pas de on te J'ai laisse encore les blancs. j'ai encore quelques questions, mais je pense qu'effectivement, il y a plein de choses à dire et tout ce que vous dites, c'est super intéressant. Donc, n'hésitez pas. On a quelques questions d'ailleurs qui commencent à arriver dans le chat. N'hésitez pas à les poser. Comme ça, on demandera à la fin à Guillaume et Guénolé. Mais de toute façon, c'est très intéressant tout ce que vous dites. Donc, n'hésitez pas. Je vais vous poser encore quelques questions et après, je vous laisserai développer sur certains sujets en lien avec les questions. Euh, je me demandais donc finalement, avec le recul que vous avez tous les deux, quelles sont peut-être les erreurs à éviter et en même temps les facteurs clés de succès quand on veut lancer son projet de poulailler mobile sur sa ferme. Je te laisse peut-être démarrer sur ça, Guillaume? Salaud. C'est un peu intense comme question, c'est-à-dire que tout est important, quoi. Il faut tout faire bien. Les erreurs à éviter. Effectivement, Guy nous disait, essayer de gratter 3 francs 6 sous sur les équipements, c'est probablement pas une bonne idée. C'est ce que j'ai tendance à faire, mais c'est probablement pas une bonne idée. Il faut bien s'installer dès le début, ça c'est clair. Maintenant, il faut pas non plus que ça te coûte les yeux de la tête, quoi. Parce que sinon, tu vas passer des années à rembourser ton truc qui est juste too much. Moi, je suis assez quand même partisan de faire des poulaillers mobiles avec des objets de récup qui sont tout à fait adaptés, quoi. Tant qu'il y a quelque chose qui roule, enfin, ça va plutôt bien, quoi. Maintenant, il faut réussir à l'aménager et qu'il soit adapté aux poules. Mais voilà, quand je vois des gars acheter des poulaillers 10 000 balles, oui, enfin, en vrai, ça s'amortit, c'est faisable, mais franchement, moi, ça me fait chier de bosser 3 ans avant de commencer à gagner des sous, quoi. Donc bon, voilà, ça c'est un peu personnel, quoi. Euh, les erreurs à éviter, euh, moi, par exemple, mon premier poulailler, les équipements dedans, les pondoirs, les perchoirs et compagnie, ils sont pas solidaires du poulailler. C'est-à-dire que quand je fais rouler mon poulailler et que je le déplace, il faut que je vide tout le matériel qui est dedans, que je déplace mon poulailler et que je remette le matériel ensuite. C'est très relou. Ça, c'est très relou et du coup, ça nous freine à déplacer le poulailler et du coup, potentiellement, il arrive des périodes où les poules sont dans des conditions un peu moins idéales. J'entends un peu moins d'herbe ou voilà parce que on n'a pas le temps ou ça fait chier et puis du coup, c'est pas fait, quoi. Donc ça, je pense que c'est une erreur de pas. Au final, je me disais, le fait de ne pas avoir planché sous le poulailler, ça va permettre de pas avoir besoin de curer, on met un coup de godet et c'est fini. En fait, curer un poulailler de 100 poules, c'est que dalle, quoi. Et moi, aujourd'hui, je serais plutôt partisan d'avoir un plancher et on peut déplacer les poules facilement et il n'y a pas besoin de tout démonter. Donc ça, probablement, moi, c'était une erreur que j'ai faite sur la base de mon expérience là, et c'est pas un poulailler qui est très fonctionnel aujourd'hui. Les erreurs à éviter, Guénolé, peut-être je te laisse, je réfléchis en même temps. Ouais, bah, je pense que c'est
Au début, on est si, très enthousiaste, on a envie de tout faire. Je pense que ça vaut le coup de démarrer et on achète de l'aliment et on achète des poulettes de bonne qualité chez les mêmes fournisseurs que les industriels. Parce que je pense que ça, c'est quand même le truc qui joue le plus, c'est la qualité des poulettes. Déjà en termes de souche, les poulettes, les poules rousses hybrides, ça pond comme pas possible, ça fréquente quand même très bien le parcours. Ça a pas trop de maladies, c'est hyper rustique. Enfin, c'est des poules qui sont hyper bien sélectionnées, et l'aliment qui va aussi avec, qui leur permet d'atteindre plus de 90 de ponte au moment du pic de ponte. Je pense que c'est ça qui fait la différence en termes de rentabilité. Parce qu'entre des poules qui pondent, qui font un taux de ponte de 85 en moyenne et des poules qui sont à 70, et ben, en fait, celles qui sont à 85, vous faites 4-5 fois plus de marge parce qu'elles vont manger tout autant. Et même à fabriquer un aliment, en fait, ça surtout si on essaie de faire un aliment un peu, à la louche, on va dire, et qu'il ne donne pas des super performances derrière, on n'économise pas beaucoup d'argent, et on en perd beaucoup derrière sur la ponte. Donc je pense que faire le choix faire un peu la concession de: «J'achète des poulettes industrielles, j'achète un aliment industriel, par contre je les élève dans le système qui me semble cohérent», je pense que c'est assez important pour être capable d'avoir un atelier qui reste dans le temps, quitte à évoluer et aller vers, de l'aliment à la ferme ou autre. Ouais, on a l'exemple d'un collègue du coup qui s'est installé en poule de la race Gournay. Il était en mode, bah, en fait, taux de ponte autour de 40%, un aliment panif, qui est plutôt pas très bien équilibré. Mais en fait, quand tu regardes le potentiel de la race, bah, en fait, le potentiel de la race, c'est entre 40 et 50% de taux de ponte, quoi. Donc, il faut vraiment que ton aliment, il soit pas cher, et vraiment pas cher, et que ça te coûte pas trop de temps de le faire pour réussir à t'en sortir dans un système comme ça. Ouais, la race, effectivement, je pense que c'est un sujet, quoi. Et l'aliment aussi, quoi. Une poule, même avec un excellent blé, ça a bien du mal à faire un œuf un jour sur deux, je pense, en moyenne sur l'année, quoi. C'est-à-dire que c'est quand même très technique, il faut que ce soit bien équilibré. On parle de protéines, mais on parle même du niveau acide aminé, donc les petites briques, les petites perles du collier qui est la protéine, quoi. Donc c'est quand même un niveau de technicité qui est super fin, et pour le coup, la poule pondeuse, elle est très sensible à ça, quoi. Donc quand c'est bien équilibré et que les poules sont dans de bonnes conditions, ça va tout seul, quoi, dans l'ensemble. Enfin, moi, je trouve que c'est assez simple quand même comme atelier. Par contre, quand tu commences à faire un peu les trucs par-dessus la jambe, bah, tu payes pas ton boulot ni la bouffe, quoi. Enfin, ça peut aller vite, quoi. Mmh. D'où aussi l'importance d'avoir, un tableur qui te permet de voir assez rapidement que, bah, si tes poules, elles mangent, 150 grammes, d'un aliment, même s'il est pas cher, mais que derrière elles pondent qu'1 demi-œuf par jour, en fait, tu te tires pas grand-chose en termes d'argent. Donc tout se rejoint un petit peu sur ça. Ouais, on est carrément en bio. Et après, ça dépend bien des personnes, quoi. Parce que moi, un tableur Excel, ça me fait chier. Mais en fait, je sais quelle dose je donne d'aliments. Donc ça, c'est fixe et je l'ai tous les matins quand je remplis mon seau, quoi. Et je compte mes œufs tous les soirs, quoi. Ou quasiment, c'est pas toujours moi qui ramasse. Mais donc, je le suis au quotidien, quoi, sans le consigner de ouf. Après, voilà, c'est OK de le mettre dans un tableur Excel, mais juste déjà d'avoir la conscience de coût, produit, quoi. Oui, effectivement, ça, c'est des indicateurs qu'il faut suivre au quotidien, quoi. Si le tableur Excel te permet de suivre au quotidien, fantastique. Par contre, si tu attends 3 mois avant de faire ton tableur Excel et que tu te poses pas la question en disant je regarderai sur mon tableur Excel, bah là, t'as perdu, quoi. Mmh mh. Oui, Voilà, carrément. j'ai Bah, rien contre on a Excel. l'exemple, il y a un collègue dans le groupe là qui, lui, il suit son taux de ponte, hyper près, l'aliment distribué et tout, et il se fait un indicateur qui est la valeur d'aliment par œuf produit, et il abat ses poules quand elles arrivent en dessous au-dessus d'une certaine valeur d'aliments distribués, par œuf produit. Je crois que c'est un truc du genre 15 centimes, s'il donne plus de 15 centimes par œuf, il abat son lot, et c'est un indicateur qui lui va bien. Mais sinon, ouais, moi je parle d'Excel, déjà pour pouvoir jouer pendant 10 minutes et regarder, voir, ce que ça fait sur ta marge, 80 de ponte par rapport à 75, et ça permet quand même assez rapidement de comprendre pourquoi c'est important d'avoir des poules qui pondent bien. Mais voilà, mais sans forcément avoir besoin de suivre au quotidien, surtout sur un atelier avec, 100-200 poules.
il n'y a pas non plus l'enjeu d'être au centime près, quand on est, en tout cas, sur la vente directe. 18 centimes, c'était dans mon souvenir. Voilà, pour donner, c'est l'ordre de grandeur, mais il me semble que c'est 18 centimes qui suit lui. Voilà. Peut-être j'aurais pu commencer par cette question-là aussi, puisque je me la pose également. Est-ce qu'on a un panorama un peu des fermes qui ont mis en place un poulailler mobile en France? Est-ce que ça représente un nombre croissant de fermes, j'imagine? Peut-être, Guénolé, tu as un aperçu là-dessus, toi? Pas forcément à l'échelle de la France. Je sais qu'il y avait il y a un petit guide qui peut être intéressant à regarder. C'est le guide de Ferme en Vie, où il y a un groupe d'étudiants qui a fait un petit tour de France des poulaillers mobiles où ils ont vu, je crois, 10 ou 15 fermes de mémoire. Et eux, ils chiffraient ça à quelques centaines de fermes en France qui utilisent ce type de système. Je pense que c'est carrément croissant. Si vous n'êtes pas déjà dessus, je vous invite à rejoindre le groupe Facebook Poulailler mobile, en agroforesterie de mémoire, ça s'appelle. Où il y a du monde il y a beaucoup de monde qui s'y met et ça, enfin voilà, ça a l'air de plaire. Il y a des chouettes partages de pratiques. Voilà, mais oui, il y a de plus en plus de monde, ça attire et je pense qu'aujourd'hui, ouais, c'est quelques centaines, de fermes en France, mais après il y a tout plein d'échelles, il y a plein de particuliers qui ont ça aussi, quoi. Moi, j'ai du mal à comprendre comment, enfin, pourquoi, sur des échelles comme ça, s'installer avec un poulailler fixe, quoi. Ça en est là de de mon niveau d'évidence sur le poulailler mobile parce que, bah, le gros enjeu, c'est la gestion des parcours et en fait, bah, au pied d'un poulailler fixe, classique, bah, c'est de la gadoue et puis les poulets ont rien à bouffer et les pathogènes, ils se stockent là, dans le même bâtiment tout le temps et tu peux jamais vraiment nettoyer propre et même ton vide sanitaire, enfin, il est tout relatif, quoi. Du coup, enfin, sur, des échelles jusqu'à, je dirais quasiment 1 millier de poules, quoi, hein. C'est des fermes un peu ça va à peu près jusqu'à 1 millier de poules, c'est tout à fait gérable et pour moi, c'est plus facile à gérer en poulailler mobile et plus satisfaisant pour l'éleveur et pour les poules qu'en poulailler fixe, quoi. Après, bah, il y a l'histoire aussi qui explique les systèmes, en place, quoi, mais je pense que c'est l'avenir, quoi. Mmh. Moi, j'aimerais peut-être rajouter quelque chose. Tu l'as un peu évoqué aussi, Guénolé, au début, sur finalement un des facteurs clés aussi pour réussir son atelier de diversification en poulailler mobile, c'est la formation. T'en parlais un petit peu. Je me permets d'en parler aussi. On a lancé avec Ferme d'Avenir une formation justement qui s'intitule Créer son poulailler mobile, avec Guillaume et Guénolé, entre autres, comme intervenants, et également une autre ferme en Normandie avec Régis et Nicolas qui s'appelle le Potager Gène. Et donc, c'est une formation sur 2 jours et demi, formation courte avec une partie en e-learning sur l'aspect théorique et 2 jours en pratique où vous allez pouvoir visiter les fermes et échanger avec Guénolé, Guillaume, Régis et Nicolas sur ce sujet. Donc, vous pouvez retrouver toutes les infos aussi sur cette formation sur notre site, Ferme d'Avenir, à la page formation. Et on a notamment en ce moment voilà, un tarif un petit peu réduit sur les formations. Donc, ça peut être, voilà, ça peut être aussi un moyen de sauter le pas en ce moment. Il y a des financements Vivea ou en autofinancement. Donc, je vous invite à aller voir si le sujet vous intéresse et que vous avez besoin de vous former aussi. Parce que je pense que la formation reste essentielle aussi, quel que soit le sujet, et notamment celui-là. Ouais, c'est complémentaire, visiter des fermes et avoir des apports théoriques, quoi. Guénolé, il a bouffé toute la biblio qui existait sur les poules pondeuses en poulailler mobile et pas en poulailler mobile, quoi. Donc, il est clairement calé sur à peu près l'intégralité des dimensions de cette activité-là. Et puis après, bah, en fait, visiter des fermes et s'inspirer, bah, ça facilite aussi vachement la prise de décision chez soi, quoi. Donc, effectivement, c'est une occasion d'en visiter. Après, il y en a quand même pas mal, hein. C'est pas que en Normandie, Oui, ça heureusement. vous trouverez par chez vous, même des gens qui sont pas forcément dans des poulaillers
dans des poulailles mobiles, voire des petits producteurs de volailles. Parce qu'un truc qui peut faire un petit peu peur quand on commence à s'intéresser à tout ça, c'est la réglementation. Si vous avez commencé le parcours de formation, il y a une formation obligatoire à la biosécurité, où globalement, on vous dit que c'est pas possible de faire du poulailler mobile. Et en effet, quand on regarde la réglementation, c'est très compliqué pour rentrer dans les clous. Donc je pense que c'est aussi important d'aller voir des fermes et de voir comment elles travaillent pour s'adapter à la réglementation ou autour de la réglementation, mais voir ce qui est possible de faire, passer de la théorie réglementaire et du fait qu'il faut avoir un poulailler tout nickel, tout en panneau sandwich, qui est lessivé avec de l'eau de javel tous les 3 jours, et ensuite voir ce qui se fait dans les fermes, parce que sinon on ne s'installe pas. Clairement, si on s'en tient à cette formation-là, on ne fait pas son projet et on s'installe en poulailler fixe avec 3000 poules. Moi, je l'ai fait il y a quand même quelques années. Ils m'ont pas fait plus peur que ça, en vrai, hein. Ça se passe. Maintenant, peut-être plus ça va, moins ça va avec ces histoires de grippe aviaire et compagnie, quoi. Mais c'est sûr qu'il faut, en tout cas, au moins être au courant de c'est quoi la théorie et qu'est-ce qui est important et de faire ses choix après chacun chez soi, quoi. Mais grosso modo, en dessous de 250 poules, la réglementation, elle est quand même relativement allégée en vente directe. Et ça se passe, quoi. C'est OK. Enfin, c'est carrément gérable. Et cette formation sur la biosécurité, elle est dispensée par qui, Guénolé? Les chambres C'est d'agriculture? généralement, c'est les chambres d'agriculture. Après faut voir après les CIVAM dans certains départements le font, surtout dans le sud-ouest, par exemple, où il y a beaucoup d'élevage. CIVAM, sinon les GAB, ou autres. Et donc ça permet de répondre à une question là de Loïc dans le chat, s'il y a des certifications pour l'élevage à petite échelle. Il y a 2 formations obligatoires du coup. Il y a la formation biosécurité sur une journée et depuis 2021, je crois, une formation au bien-être animal, où il y a un petit bout de 2 heures en e-learning et ensuite une formation en présentiel. Et ça pareil, globalement, si vous contactez la chambre par chez vous, ils pourront vous orienter pour trouver des créneaux de formation. Mais ça, c'est vraiment sur du petit élevage, moins de 250 poules. Après, potentiellement, il faut plus. Par exemple, si vous faites du poulet de chair, et que vous avez un peu plus d'effectifs, il y a aussi des formations à faire. Et ça a tendance à se durcir un petit peu avec le temps en plus, il y a de plus en plus de formations obligatoires, quoi. Mmh. OK. Peut-être qu'on peut commencer à aborder les questions, sauf si vous avez encore des compléments là à nous apporter, Guillaume et Guénolé. Il y a pas mal de questions qui commencent à arriver dans le chat. Vous pouvez encore les mettre. Alors, si je reprends un petit peu dans l'ordre sur les questions, il y a Nicolas qui nous dit qu'il est producteur de plantes aromatiques et médicinales et il gère son jardin en planches et il imaginait lors des rotations de culture d'installer des poules sur les planches, justement grâce aux poulaillers mobiles et filets mobiles. L'idée de profiter de leur capacité de nettoyeuse et de leur déjection, est-ce une bonne idée? Alors moi, je l'ai fait dans le passé. Je le fais un peu, mais que genre vraiment à petite dose. Nous, on a un souci, c'est qu'on est en planche butée, donc du coup, les creux et les bosses, c'est pas très facile pour poser le filet. Donc c'est relativement limitant. S'il est à plat, c'est quand même vachement plus facile. Et effectivement, le poulailler mobile, il permet ça, quoi. Après, bah, la poule, elle- tu peux aussi récupérer un champ de bataille, quoi. Faut quand même le gérer assez finement parce que sinon tu vas avoir du boulot de reprendre tout ça au râteau, voire plus. Et honnêtement, ça peut tasser, quoi. Enfin, c'est léger une poule, mais quand on a 100 et qu'elle piétine au même endroit, voilà, faut quand même avoir des enclos qui sont suffisamment larges pour les accueillir. Mais après, c'est gérable, hein. Et effectivement, ça nettoie bien. Nous, on le fait un peu, alors c'est pas à 100% NIF tout le temps, mais sur les toiles tissées, on a des lignes, des rangs d'arbres nains qui sont plantés sur toile tissée parce que les porte-greffes faibles, ils ont besoin qu'au sol, il n'y ait pas trop de concurrence de mauvaises herbes, quoi. Mais ces toiles tissées, si tu les nettoies pas de temps en temps, elles s'enherbent, quoi. Et quand tu passes les poules, bah, elles grattent sur la toile et dans l'ensemble, tant que c'est pas trop enraciné, elles les nettoient bien, quoi. Et là, on gagne un temps fou à faire passer les poules sur ces zones-là. Donc ouais, c'est faisable, hein.
Ouais, peut-être pour rajouter le côté théorique encore, tu parles de fertilisation, enfin des déjections. En gros, et c'est dû à la louche, hein, mais une poule qui passe la moitié de son temps dehors, par an, ça représente 150 grammes d'azote qui sont déposés sur le parcours, et à peu près autant de potassium et de phosphore. Donc c'est un apport, après c'est pas non plus des quantités faramineuses. Mais pour de la production de plantes aromatiques, ça peut, quoi. Ok, merci. On a une autre question. Est-ce que vous avez des références de filets mobiles? Bah, celle qui a été mise là, les filets Ah, Voss Farming, ils sont ouais, moi je trouve ça bien. ok, ok, super. Je sais pas Après, il y en a exactement plein lesquels, qui tiennent mais la route, hein. Tant que ouais, c'est des filets volailles, dans l'ensemble, ça se passe, quoi, hein. Pas de panique. oui. Mm, ok. On a une autre question de Pascal. Donc c'est plutôt pour toi, Guillaume. Sur quelle surface tu pratiques? Et ben, en tout, on a un petit 3 hectares, mais je crois que je déclare entre 2 et 3 000 mètres carrés la partie parcours de poule qui est en fait adossée à une grande W avec des vieux arbres, quoi, et après qui fait que 25 mètres de large, peut-être. Il y a 2 rangs de pommiers qui font des pommes à couteau plutôt de conservation. Et puis ça s'étend sur, je sais pas, 200 mètres de long, à peu près 200 mètres de long, quoi. Et donc on se déplace sur cet axe-là. Et là, pour le coup, ouais, c'est super cohérent d'arborer les parcours et pour les poules et pour le fait de produire encore plus de nourriture sur la surface dédiée, quoi. Donc c'est pas une surface 100% dédiée que juste à faire pousser de l'herbe et à mettre des poules, mais il y a aussi des arbres fruitiers. À peu près. Bon, après, voilà, ça arrive qu'on aille un peu sur les planches, un peu entre les serres, dans les chemins, enfin, à gauche, à droite, un chouille dans le champ du voisin qui est mon papa et qui est OK quand on a besoin. Enfin, voilà, c'est à peu près, quoi. Mais on y arriverait, on y arriverait dans, je pense, 3000 mètres carrés, quoi. Ok. Ouais, Ouais. parce que pour le coup, la réglementation, elle est à c'est 4 mètres carrés de parcours par poule. Mais clairement, quand tu es en poulailler mobile, en fait, et que tu as des petits poulaillers, les poules, elles sortent beaucoup plus, elles sont vachement actives dehors. Donc il faut pas tabler sur, je vais juste mettre 4 mètres carrés, ouais, du coup, Guillaume, ça te fait à peu près 10-15 mètres carrés par poule et c'est déjà pas mal, quoi. Et c'est 4 mètres carrés, mais pour le coup, le certificateur, donc nous, chez nous, c'est EcoCert, la loi, c'est 4 mètres carrés accessibles sur l'année, quoi. C'est pas 4 mètres carrés en fixe. Donc en fait, si tu pas 4 mètres carrés dans ton enclos de filet, c'est OK, quoi. Tant que tu dis bien que tu le déplaces et qu'en fait, ils sont pas tout le temps sur cet endroit-là, il y a pas de problème là-dessus, quoi. Donc vous avez pas besoin d'avoir 4 mètres carrés de surface englobée par un ou deux filets ou trois filets, enfin j'en sais rien. C'est pas 4 mètres carrés accessible à l'instant T tout le temps, quoi. Ce qui est Ok. assez bizarre, mais voilà, c'est comme ça. Hmm. Et alors, je suis pas sûre de comprendre la suite de la question de Pascal. Peut-être que vous allez mieux comprendre que moi, Guillaume et Guénolé. Comment avoir une densité qui laisse le vert dominer? Mhm. Je te laisse, Guéno. Bah, si tu veux, moi j'imagine que qu'il laisse le vert dominer, c'est, éviter de se retrouver avec un parcours, complètement, enfin, Hmm. tout Pelé. gadouilleux, rasé par les poules et enfin voilà, c'est ce qu'on disait avant, 10-15 mètres carrés et puis après c'est faire une rotation à l'œil en regardant est-ce que là, ça se retrouve complètement nu ou pas? En hiver, potentiellement, ça va être plus il y a plus besoin de bouger si on veut pas, dégrader la végétation. En été, ça pousse très bien et après il y a à se poser la question de est-ce qu'il faut vraiment qu'il y ait 0 gadou sur le parcours, enfin, en tout cas 0 terre sur le parcours? On peut pas trop éviter le fait qu'au bout de 3 jours, autour du poulailler, elles auront quand même déjà pas mal dégradé la végétation, quoi. Hmm. Ouais, mais ça revient relativement bien. Et effectivement, il faut réussir à bouger avant qu'elles attaquent vraiment les plateaux racinaires et qu'elles dégradent la prairie, quoi. Donc ça, c'est à l'œil de l'éleveur, hein, c'est assez facile de se rendre compte. Et puis après, bah, c'est un peu
le compromis entre le temps passé, quoi. Tu peux pas bouger un parcours tous les jours non plus. Et puis l'état du parcours, effectivement, en été ou au printemps quand ça pousse fort, ça peut tenir 3 semaines un parcours. Nous, c'est 2 filets de 50 mètres. Donc si c'est bien posé, ça fait combien ça, Guénolé? Je crois que ça fait par poule, 80 mètres carrés? ça fait Je sais plus, 600 50. 600 mètres carrés, c'est ça? Ouais, 500-600 mètres carrés. D'accord. Ça peut tenir 3 semaines en période poussante. En ce moment, 1 semaine, 10 jours, c'est max, quoi. Parce que on rentre dans les parcelles avec moins d'herbe au démarrage aussi, quoi. Et en plus, c'est plus humide. Enfin voilà, ça gadouille plus. Donc Donc là, voilà. c'est Mais pour après, des parcours de 600 mètres carrés pour 100 poules. sans poule, Et ouais. vous- Ok, on a une autre question. Donc, on a déjà répondu sur les fournisseurs pour les filets, mais il y a quelqu'un qui évoque également des plans pour l'autoconstruction. Il y en a, je crois. Je crois que Ouais, il y en a. Il y a l'atelier paysan qui a des plans et même tu peux aller faire un stage où tu repars avec ton poulailler mobile. Après, c'est un certain style de poulailler. Moi, je l'ai jamais vu, du coup, j'ai pas trop d'avis dessus. Et sinon, ça dépend des ambitions, mais faire un poulailler sur une base de bétaillère, par exemple, comme ce qu'il y a chez Guillaume, ça demande pas tant d'adaptation que ça. Il y a pas forcément besoin de faire un plan pour, comprendre qu'il faut mettre un toit au-dessus de la bétaillère pour pas que ça pleuve à l'intérieur. Donc enfin voilà, pas forcément trop se prendre la tête non plus. Ouais, et puis du coup, les normes bio te guident déjà pas mal sur le nombre de perchoirs, le nombre de pondoirs. Enfin, du coup, sur les fiches techniques agriculture bio, poule pondeuse, déjà, tu as des éléments. Et après, il faut s'adapter, c'est de réfléchir à oui, effectivement, si je ramasse les œufs par terre, c'est plus dur physiquement, enfin, à l'usage, quoi. Qu'est-ce qui va être pénible, qu'est-ce qui va être facile, où est-ce qu'on met l'eau, enfin voilà, les besoins basiques de la poule qui sont à peu près les mêmes que les tiens, quoi. Et puis zou, quoi. Faut pas trop se prendre la tête, voilà, mais Mm. On a une autre question. Donc, on a déjà répondu sur la surface, mais en termes de réglementation, sur le nombre de poules dans un poulailler mobile, combien de pondoirs, de perchoirs? je peux juste rajouter un truc sur avant là, Ouais, sur le vas-y. fonctionnement? Il y a quand même des petits trucs qu'il faut penser et je pense, je sais pas pourquoi je pense ça là, mais à l'aération. Il faut quand même une bonne aération pour pas que les poules elles respirent du méthane, quoi. Ou je sais pas si c'est que du méthane d'ailleurs, mais Guénolé en sait probablement mieux que moi. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça un peu techniques d'éleveurs qui sont quand même importants de prendre en compte. Et donc potentiellement, en regardant un peu le plan de l'atelier paysan qui, j'imagine, tient la route, vous allez avoir un peu tous les éléments à adapter en fonction du choix que vous faites, quoi. Mmh. L'aération, ouais, c'en est un, par exemple, qui pourrait être oublié pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, quoi. Enfin, tu vois. Ouais, et vous trouverez plein de bah oui, c'est ça, c'est bien que tu sois revenu dessus. Vous trouverez plein de photos de poulaillers desquels vous pouvez vous inspirer sur notamment le groupe Facebook Poulailler Mobile. Mais juste si vous cherchez sur Google, poulailler mobile, et vous essayez différents termes, bétaillère, sur plateau fourragé et autres, vous allez trouver plein de choses et je pense que c'est ça la meilleure manière de faire. Parce que c'est une chose de savoir qu'il faut mettre, 18 centimètres de perchoir, mais après il y a, comment tu le mets en œuvre en réalité et je pense que le meilleur moyen, c'est de voir ce que les autres font, quoi. C'est quoi la largeur du perchoir? C'est quoi la hauteur? C'est quoi machin? Ça, c'est important. Et si vous venez avec vos idées pendant la formation poulailler mobile, nous pouvons donner notre avis sur vos plans et vos idées et la formation poulailler mobile et sur le lien que potentiellement Sarah va vous mettre dans le chat, si elle le veut bien. C'est déjà fait. Ah waouh! Elle gère. Ouais, pendant la formation, il y a un temps sur la construction du poulailler qui est prévu. Donc ça va être chouette de pouvoir parler de ça, parce que ça fait partie des points sur lesquels c'est le plus intéressant de pouvoir échanger, aussi, ouais. Et puis partir sur de bonnes bases, c'est quand même un peu la base, quoi. Effectivement. Et du coup, Euh, sur les questions là, sur la réglementation, ouais. je peux pas mettre dans le chat le lien vers le document, EcoCert qui a toutes les réglementations.
Mais enfin, voilà, ça se trouve très facilement si vous cherchez le guide pratique EcoCert volaille. Et la réglementation, elle ne change pas en poulailler fixe, en poulailler mobile par rapport au poulailler fixe. Donc en bio, par exemple, c'est 6 poules au mètre carré à l'intérieur du poulailler. Il y a des petites variations, mais c'est uniquement pour poulet de chair. Donc enfin, voilà, c'est pas forcément à prendre en compte. Et d'ailleurs, là-dessus, il y avait une question au tout début, mais Guillaume, toi, c'est uniquement des poules pondeuses que tu as. Oui, ouais, nous on est en poule pondeuse. On a une autre question de Louis sur il s'interroge quel est le bénéfice par œuf ou par temporalité en prenant en compte l'achat du grain et les autres frais, et quel est le temps pris par semaine pour 100 ou 200 poules. Ça, on y a déjà un peu répondu. Mais sur la première partie de la question, je peux Est-ce que tu as en répéter. tête les chiffres chez toi, Guillaume? Moi, je peux vous donner des chiffres si vous voulez les noter et les bidouiller. C'est sûr que c'est plus de 50% de marge, ça c'est clair. Si vous partez, disons, sur l'intégralité de la vie de la poule, à un peu plus de 85% de taux de ponte, je pense, chez nous, avec un aliment en ce moment qui est à 70 centimes, 120 grammes par poule par jour, disons, allez, ouais, j'ai dit une demi-heure, mais un quart d'heure par jour de travail. Et puis 38 centimes l'œuf. Nous, on est à 2,30 € les 6 œufs. Donc, grosso modo, ça sert à quoi? 4,50 € les 12. Donc, à peu près 38 centimes de l'œuf. Ça te donne les produits et les charges, grosso modo, sachant que le poulailler, moi, disons le deuxième, là, qui pour moi est le plus fonctionnel, celui dans la bétaillère. La bétaillère, elle m'a coûté 2 000 €. Une bétaillère pour 100 poules. Et l'aménagement, à peine 300 €, quoi, disons. Mais bon, peut-être maintenant, avec l'inflation et compagnie, des produits qui sont quand même plus chers, peut-être 400-500 € d'aménagement. Ça, clairement, le coût du poulailler, c'est annexe. Enfin, c'est pas beaucoup sur le coût global, quoi. Et après, on achète les poulettes 12,07 € en ce moment. 12,07 € à 18 semaines prêtes à pondre en bio. Elles pondent 18 mois, en gros. Donc, 18 mois de ponte. Donc, c'est 18 semaines plus 18 mois. Là, on a un lot qu'on a poussé un peu plus loin, mais 18 mois, c'est bien, je pense, dans nos systèmes. Et on les revend 8,50 € de la poule. Et l'abattoir, ça doit être autour de 3,50 € par poule. Donc, il nous reste 5 € en gros. On les revend vivantes 5 € et mortes, prêtes à cuire. Grosso modo, il nous reste 5 € de marge sur la poule, quoi. Voilà, ceux qui ont réussi à noter tout ça, le calcul, il est assez vite fait, quoi. Je pense que c'est plus de 50% de marge. Ok. Tu parlais de tes poules. Quelqu'un demande si tu as des références de fournisseurs de poulettes à recommander en Normandie. Et ben ouais, Aliponte, du coup, ça va très bien. C'est le groupe Michel. Et notre fournisseur de poulettes, le producteur, ça s'appelle l'Hôtel d'Air. L'hôtel comme un hôtel et D''R, je crois, comme l'air qu'on respire. Et la filiale du groupe Michel, c'est Aliponte. Et ça va très bien. Les poulettes sont franchement de très très bonne qualité et elles sont cool. Enfin, j'ai une belle relation avec mes poules. Ça se passe bien. On a une autre question, de nouveau sur de la réglementation. Quelle est la distance autorisée entre le poulailler et les habitations? Et ben, ça dépend. Ça dépend de plein de trucs, mais notamment du département où on est. Du coup, ça, il vaut mieux contacter la mairie. Et si je me trompe pas, c'est dans le règlement sanitaire départemental, hem, à regarder, mais demandez en mairie, eux, ils sauront vous orienter vers le bon document. Mais ça dépend notamment de l'échelle. En gros, si je me trompe pas, c'est 50 mètres par rapport aux habitations, sur lequel il faut tabler et comme ça, tu es sûr d'être bon. Ok.
On a une question maintenant sur le type de poulailler. Est-ce que le fait d'avoir un poulailler en bois ou en terre-paille, c'est vraiment galère avec les poux rouges? Terre-paille en poulailler mobile, moi, ça me semble compliqué. Ouais. Mais enfin, pourquoi enfin, à tenter, mais je sais pas. En principe, en tout cas, ce qui est conseillé, c'est pas le moins de bois possible, parce que c'est vrai qu'il y a ce gros risque peau rouge, le risque peau rouge. Il y en a qui ont des poulaillers en bois. Il y a du bois, en fin de compte, dans tous les poulaillers, un petit peu, au moins souvent, par exemple, pour les perchoirs. Je pense pas que ce soit très recommandable d'essayer de faire un poulailler tout en bois, heu, parce qu'il y a ce risque, ouais, il y a ce risque peau rouge et pareil terre-paille, même en litière, la paille, ça peut être un peu risqué pour les poux rouges. Je pense que enfin voilà, de la tôle, ça va bien, quoi. OK. On a une question de Loïc qui se demande si, un poulailler en bâche est valide en bio. Son certificateur bio lui refuse ce type de bâtiment. Ben, on a au moins un exemple, nous dans le groupe d'un gars qui a des poulaillers en bâche qui ont été validés maintes fois par le certificateur. Je sais pas si Guillaume, toi, tu as vu beaucoup d'autres personnes qui ont ça? Oui, oui, il y a même des vendeurs de poulaillers en bâche, quoi. Enfin, oui, ça Ouais, existe tout à Serré, fait. chez Serré, ils ont des Ouais, ouais. poulaillers, des Il y tunnels, a, type bâche. il y a OK. aucune raison il y a vraiment aucune raison que ce soit refusé, quoi. Il faut juste changer de certificateur et il fait du zèle, quoi. Mmh. Donc j'ai pas Hem, envie de donner un nom, pour éviter enfin voilà, je sais pas s'il aurait envie de faire jurisprudence cet éleveur-là, mais mets un message sur le groupe, Facebook Poulailler Mobile, pour demander si quelqu'un serait d'accord pour dire, «Oui, moi j'ai un poulailler en bâche et c'est validé». Mais en principe, oui, il y a pas de souci, quoi. Ouais. Enfin, je vois vraiment pas. Enfin, je veux dire, il y a plein d'éleveurs de moutons et de chèvres qui ont des tunnels bâchés. Enfin, je veux dire, si on doit enlever le plastique du, du, du cahier des charges bio, il y aura plus beaucoup de légumes en bio dans l'avenir, quoi. Enfin, je veux dire, on a tous des tunnels. Enfin, bref. on a encore 5 minutes et il y a encore plusieurs questions. On va essayer d'en traiter un maximum. Louis demande s'il faut une certification pour ce genre d'élevage à petite échelle. C'est ce qu'on disait avant, il y a la formation biosécurité obligatoire et la Biosécurité. formation bien-être. Non, non, mais il y Et a aussi, celle... il faut déclarer l'élevage, ouais, complètement. Hmm. Ah oui, Il faut Et déclarer l'élevage et avoir un numéro d'élevage. Oui, oui, il faut. Oui, oui, oui. sur ouais, il y a les des formations plus des formations, déclarations. obligatoires, est-ce qu'il faut les faire avant l'arrivée des premières poulettes? Je Non, pense non, qu'en théorie, oui, mais en pratique, il y a pas trop de soucis. non, ils vont pas venir te contrôler le premier mois, hein, t'inquiète. Sur la sécurité des poules, on en a déjà un peu parlé avec les renards et Guillaume. Est-ce qu'il y a d'autres choses à avoir en tête pour favoriser leur sécurité ou... Je veux rajouter quand même que, dans le fond, faire ces 2 formations-là avant, potentiellement, ça permet de prendre des bonnes décisions de démarrage, quoi. Donc Ouais. j'encourage quand même vivement de le faire avant si c'est faisable, quoi. Maintenant, faut pas non plus, faut pas psychoter, mais effectivement, ça potentiellement sur la conception du poulailler, et l'élevage, enfin, c'est fait pour apprendre des choses quand même. Hem Et la sécurité des poules, moi, quand je me suis installé, mes parents, ils m'ont dit: «Mais tu vas te faire voler tes poules, c'est sûr. Tu les mets là-bas, tu es ouf, c'est trop loin de la ferme et compagnie». On s'est jamais fait piquer une poule, pas de panique. Ça se passe dans l'ensemble plutôt bien. Après, il y a des cas, mais c'est quand même assez rare. Et après, moi, ce que j'aime bien de mon poulailler avec plancher et en hauteur dans la bétaillère, c'est que pour le coup, les rats, ils ont bien du mal à aller dedans, quoi. Voir, il y a pas. Donc ça, c'est quand même assez cool par rapport au poulailler sans fond où, bah, la gestion de la vermine, c'est un peu plus galère. Maintenant, ils attaquent pas les poules, hein, enfin, ou c'est très rare. Voilà. Et après, les martres, les fouines, les belettes, nous, on tente tout.
Ça peut arriver, mais c'est super rare. Nous, on a des fouines au jardin, des fouines, enfin, oui, il y en a probablement aussi, mais des belettes et on n'a jamais eu de soucis. Voilà, elles ont des mulots à bouffer, quoi. Ça se passe bien. Et pareil Tu- sur la sécurité. Oui, pardon, Sarah? Non, vas-y. Ouais, sur la sécurité, ça dépend vachement des régions, mais les rapaces, ça peut être un problème, même sur des poules pondeuses. D'où aussi l'intérêt d'aller voir des personnes autour de vous pour savoir si eux, ils ont eu des soucis avec ça. Et contre les rapaces, du coup, c'est avoir des arbres, potentiellement poser des filets. Mais il y en a certains contre qui on ne peut pas faire grand-chose. Dans le sud-ouest, il y a l'autour des palombes. Et ça, globalement, bah, il y a pas 1000 solutions et c'est assez compliqué. Donc, il faut voir les solutions qui sont mises en place par chez vous sur ça. Ouais, carrément. Et C'est énorme au début, les poulettes, quand elles commencent à sortir. Et si tu as un hélicoptère ou un truc qui passe au-dessus, elles vont tous se fourrer sous les arbres, quoi. Et c'est assez incroyable ce mouvement collectif de protection. Et effectivement, si tu n'as pas d'arbres, bah, elles sont pas bien, quoi. C'est clair. Et j'avais autre chose à dire sur cette histoire. J'ai oublié. Je suis confus. bah, tu parlais du plancher de ton poulailler. Il y a une question sur les matériaux et est-ce qu'il y a une litière? Non, c'est en litière accumulée, donc il n'y a pas de litière, quoi. La fiente sèche au fur et à mesure et les poules vivent dessus. C'est honnêtement ce qui est le plus sain et le plus facile à gérer, moi je trouve. Et c'est un plancher en bastin, donc en bois quand même. Ça avait été fait, enfin j'ai racheté la bétaillère comme ça. Il est quand même assez respirant. Je sais pas ce que ça fait quand tu as vraiment du métal ou quelque chose. Je sais pas. J'ai la faiblesse de croire il y a un aspect respirant de ce plancher-là. Maintenant, c'est du bois. Effectivement, je suis d'accord avec Guénolé qu'il faut limiter le bois. C'était comme ça se passe. Mais, on cure très rarement. On cure peut-être 2 fois sur le lot, quoi, une fois tous les 6 mois. Et encore, c'est parce qu'on a oublié d'éteindre l'eau, parce qu'on n'a toujours pas installé de flotteur sur la réserve de flotte. Et donc, du coup, l'eau, elle déborde. Et donc, ça inonde le poulailler. Et donc là, on est bien obligé de curer parce que c'est de la bouillasse, quoi. Clairement, essayer de garder la litière sèche, c'est vraiment super important. Donc là, on va mettre un flotteur pour que quand on allume l'eau pour remplir la réserve d'eau, si jamais on l'oublie, ça coule pas dans le reste du poulailler, quoi. Ça, c'est important, je trouve. Mais c'est toujours pas fait, ça fait 7 ans. Donc voilà. C'est pour ça que c'est bien de s'installer bien dès le début parce qu'après, tu vis avec ce que tu as fait et tu as du mal à prendre le temps de faire mieux, quoi. Et il y a d'autres questions là sur le sol du poulailler. Ouais. Sol en grillage. Donc en bio, il y a le droit d'avoir 2/3 de sol en caillebotis ou en grillage. Ça passe, mais mieux que le grillage, ça s'appelle des panneaux serruriers. Ça ressemble et je me demande si c'est même pas utilisé pour ça, mais aux panneaux qui sont utilisés pour renforcer le béton. Et l'avantage, c'est que ça, c'est du gros métal, c'est épais, vous pouvez marcher dessus, alors qu'un sol en grillage, c'est tout mou. Et si sol en grillage, moi des retours que j'ai eu d'autres éleveurs, c'est, pas prendre des mailles trop petites, des mailles de 40 millimètres, parce que sinon les fientes ne traversent pas le grillage. Et donc oui, c'est autorisé, mais il faut qu'il y ait quand même 1/3 du poulailler qui soit avec un sol en dur ou avec une litière ou à même le sol. Mais en vrai, curer le poulailler, c'est pas compliqué, quoi. Enfin, faut pas s'en faire un monde. Moi, je m'en faisais un monde avant. Enfin, c'est pas grand-chose, quoi. Et pour finir très rapidement, le nom du fournisseur de bâches, est-ce que vous avez en tête quelqu'un? Et Oui, Guillaume, purée. tu parlais de 70 centimes pour aliment, c'est par ration? Point Par d'interrogation. kilo. Par kilo. Ok. Et du coup, sur Ouais, le fournisseur de bâches, Guénolé, tu j'ai avais... pas, j'ai pas le Les nom poulaillers. Ok, parfait. Ah pardon, Eh Guillaume? ben, il est 19h02. On a presque tenu dans les temps et je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc c'est super. Euh,
Merci beaucoup à toutes et à tous d'avoir été présents à ce webinaire. Merci beaucoup Guénolé et Guillaume d'être intervenus et d'avoir répondu à toutes ces questions et c'était super complet. Donc merci beaucoup. Et on va donc, comme je le disais, vous envoyer un mail d'ici à quelques jours avec le replay du webinaire. Vous pourrez le réécouter autant de fois que vous voulez. Et si vous avez besoin de plus d'informations, comme je le disais, on a cette formation poulailler mobile, créer son poulailler mobile avec Guénolé et Guillaume. Donc n'hésitez pas à aller voir sur notre site si vous avez envie de vous former avec nous. Voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne soirée et merci encore. Bonne soirée, merci. Merci beaucoup.